Ils ont pris mes terres, ils ont pris mon mari. Ils ont essayé de prendre ma raison. Maintenant, je prends leur vie. Un par un. Dans cette ville où la loi est écrite avec de l'encre falsifiée. Ma justice est écrite avec leur sang. La poussière dansait dans les rayons du soleil couchant qui traversaient les fenêtres de notre ferme. Notre ferme. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une prière, après 15 années de labeur acharné, après les tempêtes et les sécheresses, après avoir enterré 2 enfants emportés par la fièvre. James et moi avions finalement quelque chose à nous. Notre propriété était modeste selon les normes de certains. 40 acres de terre fertile juste à la périphérie d'Abilene. Une maison solide construite des mains de mon mari. Un puits qui ne tarissait jamais et des champs qui promettaient une récolte généreuse cette année-là. 1868 devait être notre meilleure année. Je me souviens de la douceur des matins. Me réveiller avant l'aube pour préparer le petit déjeuner pendant que James nourrissait les animaux. Notre fils, Thomas, 10 ans et déjà aussi fort que son père, courant après les poules. Notre fille, Sarah, 7 ans et curieuse comme un renard. Toujours un livre à la main malgré les tâches qui l'attendaient. Nous étions loin d'être riches, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. Les voisins venaient souvent chercher conseil auprès de James. Il avait un don pour résoudre les conflits, pour trouver des solutions équitables qui contentaient tout le monde. Je préparais du café et des tartes aux pommes pendant que les hommes discutaient de clôture et de droit de passage pour le bétail. Les gens parlaient de plus en plus souvent du juge William Tucker, arrivé à Abilene 2 ans plus tôt. Un homme élégant avec ses costumes importés de Saint-Louis et ses bottes toujours lustrées. Il parlait avec la précision d'un prédicateur et la confiance d'un général. Le progrès, la civilisation, la loi et l'ordre. Voilà ce que Tucker promettait d'apporter à notre communauté en pleine croissance. Au début, James voyait en lui un allié, un homme qui pourrait aider notre région à prospérer, qui pourrait résoudre les différends qui devenaient trop complexes pour être réglés sur un porche avec une poignée de main. Lorsque Tucker a organisé une réunion pour discuter de nouveaux projets de développement, James y est allé avec enthousiasme. Cette nuit-là, mon mari est rentré à la maison différent, silencieux, préoccupé. Il a refusé de manger le ragoût que j'avais préparé. Il est resté assis près de la cheminée, fixant les flammes, comme si elles contenaient un message que lui seul pouvait lire. « Dis-moi ce qui te tracasse. » Je lui ai demandé après avoir mis les enfants au lit. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Tucker et ses amis. Il a finalement répondu. Ils parlent de progrès, mais leurs yeux brillent d'avidité. Ils regardent nos terres comme des vautours, regardent un animal mourant. Je me souviens avoir ri, essayant de dissiper ses inquiétudes. Nos terres nous appartiennent. James, nous avons les actes de propriété dans le coffre. Nous avons payé chaque centime que nous devions. James a secoué la tête. Les papiers ne sont que des papiers, Elisabeth. Des mots écrits par des hommes peuvent être effacés par d'autres hommes. Je n'ai jamais vu mon mari aussi inquiet dans les semaines qui ont suivi. James a commencé à rencontrer d'autres fermiers, des réunions discrètes. Tard le soir, je les entendais parler à voix basse. Des rumeurs de documents falsifiés, de propriétaires expulsés de leurs terres, de témoins mystérieusement disparus ou subitement enrichis. Tucker avait amené avec lui des hommes. Pas des hommes de loi, mais des hommes armés. Frank Miller, un ancien chasseur de primes connu pour sa cruauté, les frères Dawson, Reed et Clayton. Des hommes au regard froid qui ne quittaient jamais leur revolver, et Silas Hurst. Le plus dangereux de tous, un homme qui souriait en parlant de violence. Ces hommes commençaient à apparaître partout, dans le saloon, à la banque, dans le bureau du shérif, toujours polis, toujours respectueux en apparence. Mais leurs yeux calculaient, mesuraient, évaluaient ce qui pourrait être pris. Notre voisin, le vieux Samuel Peters, a été le premier. Un matin, nous avons entendu des cris, des coups de feu, quand James est arrivé à la propriété de Samuel. Il a trouvé le vieil homme à genoux, entouré des hommes de Tucker, le juge lui-même tenant un document qui, selon lui,
prouvait que Samuel avait construit sa maison sur des terres qui ne lui appartenaient pas. Une erreur administrative, a expliqué Tucker avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le territoire avait mal enregistré les limites de propriété. Le pauvre Samuel n'avait jamais réellement possédé cette terre. Mais Tucker était généreux. Il permettrait à Samuel de rester comme métayer, de travailler la terre qui avait été la sienne pendant 20 ans et de donner 60% de ses récoltes au nouveau propriétaire légitime. Une société dont Tucker était, par coïncidence, le principal actionnaire. James est rentré à la maison furieux ce jour-là. Il a sorti notre acte de propriété du coffre et l'a étudié comme si sa vie en dépendait, et c'était le cas. Il a fait plusieurs copies, en a caché une sous une latte du plancher, une autre dans le creux d'un arbre près de notre ruisseau, une troisième confiée à mon frère qui vivait à Topeka. Le mois suivant, 3 autres familles ont perdu leur terre, chaque fois avec le même scénario. Des documents officiels brandis par Tucker, des erreurs administratives découvertes miraculeusement, des limites de propriété soudainement redéfinies. James a organisé une réunion avec tous les propriétaires terriens encore indépendants. 20 hommes entassés dans notre grange, par une nuit sans lune. Des hommes effrayés, en colère, désespérés. Nous devons nous unir. « Ah, Babs, » déclarait James, « nous devons engager un avocat de Topeka. Porter notre cas devant un juge fédéral, documenter chaque irrégularité, chaque menace. » Les hommes ont hoché la tête, ont mis en commun leurs maigres économies, ont fait le serment de se soutenir mutuellement contre Tucker et ses hommes. Ce que nous ne savions pas, c'est que Silas Hurst se cachait dans l'ombre, écoutant chaque mot, notant chaque nom. 3 jours plus tard, la milice de Tucker est venue à notre ferme. C'était un mardi, je m'en souviens précisément. Le genre de journée parfaite qui vous fait croire que Dieu sourit à votre terre. Thomas était parti pêcher au ruisseau. Sarah m'aidait à étendre le linge. James travaillait dans le champ de maïs. La récolte serait bonne cette année. J'ai entendu les chevaux avant de les voir. 6 cavaliers soulevant un nuage de poussière sur notre chemin. Le juge Tucker en tête, son costume noir impeccable malgré la chaleur, Frank Miller et les frères Dawson le suivaient. Silas Hurst fermait la marche, un sourire mince sur son visage anguleux. Madame Elizabeth Morgan, a déclaré Tucker en descendant élégamment de son cheval. Quelle magnifique journée pour rendre visite à vos terres. J'ai senti un frisson me parcourir. La façon dont il a dit vos terres sonnait comme une moquerie. Je peux vous aider, monsieur le juge. J'ai demandé, essayant de garder ma voix ferme. En effet, vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi votre mari tente de soulever la communauté contre les autorités légitimes de cette ville. James est arrivé à ce moment-là, couvert de sueur et de terre, une fourche à la main. J'ai vu ses yeux évaluer rapidement la situation. Les 6 hommes, les armes visibles à leur ceinture. « Que puis-je faire pour vous, juge Tucker ?» a demandé mon mari, sa voix calme malgré la tension évidente. Tucker a souri, ce sourire que J'ai appris à haïr, ce sourire qui annonçait la ruine d'une famille. Vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi vos titres de propriété sont falsifiés, Monsieur Morgan. James a froncé les sourcils. Vous savez parfaitement que nos papiers sont en règle. Nous avons acheté cette terre légalement. Nous l'avons payée entièrement. Nous avons les reçus. Tucker a claqué sa langue contre son palais. Un son désapprobateur, comme un maître d'école réprimandant un élève ignorant. J'ai bien peur que non. Monsieur Morgan, nos archives indiquent clairement que cette parcelle fait partie des terres accordées à la compagnie de développement d'Abilene en 1863. Vous occupez illégalement cette propriété depuis 5 ans. C'est un mensonge, ai-je crié. Incapable de me contenir plus longtemps, nous avons défriché cette terre. Nous l'avons cultivée. Personne ne prétendait la posséder quand nous sommes arrivés. Tucker m'a regardé avec ce mélange de pitié et de mépris que les hommes puissants réservent aux femmes qui osent élever la voix. Les émotions féminines, a-t-il dit en se tournant vers ces hommes. Si passionnés, si irrationnels, les frères Dawson ont ricané.
Silas Hurst m'a fixé avec un intérêt nouveau qui m'a glacé le sang. James s'est placé devant moi, protecteur même face à l'impossible. « Montrez-moi ces documents », a-t-il exigé. « Montrez-moi cette prétendue preuve. » Tucker a sorti un rouleau de papier de sa veste, les a tendus à James avec un geste théâtral. Mon mari les a examinés. Son visage pâlissant à mesure qu'il tournait les pages. Ces signatures, ce ne sont pas les nôtres. Ces dates sont fausses. Notre achat date de 1863, pas de 1866 comme indiqué ici. Une erreur. De votre part, peut-être, a suggéré Tucker, ou une tentative délibérée de fraude, ce qui est un crime sérieux dans le territoire du Kansas. Je connaissais nos papiers par cœur, chaque date, chaque signature, chaque tampon officiel. James et moi les avions examinés des dizaines de fois depuis que les troubles avaient commencé. Ce que Tucker tenait était une fabrication, un mensonge, enveloppé dans l'autorité de la loi. James a laissé tomber les papiers. Ses mains tremblaient de rage contenue. « C'est vous le fraudeur. Tucker, vous et vos hommes, vous falsifiez des documents pour voler les terres honnêtement acquises. Et tout le monde le sait. Une accusation grave. »« Monsieur Morgan, » a répondu Tucker, sa voix soudain froide comme l'acier. « Diffamer un juge est un crime encore plus sérieux que la fraude foncière. » Il a fait un léger signe de tête à Silas Hurst. Le mouvement était subtil, presque imperceptible, mais ses intentions étaient claires comme le jour. « Nous vous donnons 24 heures pour quitter cette propriété, » a déclaré Tucker. « Prenez vos effets personnels et vos enfants. Mais le bétail, les outils, les tissus, récoltes, tout cela appartient légalement à la compagnie de développement. » James a serré sa fourche. Je pouvais voir la lutte intérieure qui se jouait en lui. La rage contre la prudence, l'honneur contre la survie. « Nous ne partirons pas, » a-t-il finalement déclaré. « Cette terre est à nous. Nous la défendrons. » Tucker a soupiré, comme déçu par la réponse prévisible. « Je craignais que vous disiez cela. Vous êtes donc en état d'arrestation, Monsieur Morgan, pour occupation illégale, fraude et menace contre un représentant de la loi. » Frank Miller et Reed Dawson sont descendus de leurs chevaux, ont avancé vers James, mains sur leurs revolvers. Je me suis précipité entre eux, suppliant, pleurant. « Non, non, nous partirons. Donnez-nous juste le temps de rassembler nos affaires, de trouver un endroit où aller. » Miller m'a repoussé si violemment que je suis tombé dans la poussière. James a rugi de colère, a levé sa fourche, un geste futile contre des hommes armés. Le coup de feu a résonné comme le tonnerre dans l'air calme de l'après-midi. James est tombé. Une tache rouge s'élargissant sur sa chemise bleue, ses yeux grands ouverts de surprise, fixant le ciel comme s'il y cherchait une explication à cette injustice. Silas Hurst a rangé son revolver, a regardé le corps de mon mari avec la satisfaction d'un travail bien fait. « Légitime défense », a immédiatement déclaré Tucker. « Nous avons tous vu Morgan attaquer mes hommes avec une arme mortelle. » Les autres ont hoché la tête en chœur. Une histoire répétée si souvent qu'elle devenait vraie par la simple force de la répétition. Jay rampait vers James et prit son visage entre mes mains et cherchait une étincelle de vie dans ses yeux. Il n'y en avait plus. « Vous l'avez tué », ai-je murmuré. D'abord d'incrédule, puis avec une rage grandissante. « Vous l'avez assassiné. » Tucker a secoué la tête avec une tristesse feinte. « Votre mari s'est malheureusement opposé à la loi. Madame Morgan, les conséquences étaient inévitables. » J'ai hurlé. Un cri qui venait des profondeurs de mon âme, un cri qui a fait fuir les oiseaux des arbres, qui a fait tressaillir même les hommes endurcis qui m'entouraient. Sarah est sortie de la maison, attirée par le bruit. Elle a vu son père allongé dans la poussière. Mon Dieu! Ses cris se sont joints aux miens. Silas Hurst a posé sa main sur l'épaule de ma fille. Un geste faussement réconfortant qui m'a fait frémir d'horreur. « Ne t'inquiète pas. Petite, » a-t-il dit. « Ta mère et toi trouverez un nouvel endroit où vivre. » Jay arrachait Sarah de sa portée, l'œil serré contre moi, son petit corps tremblant de peur et de chagrin. Tucker a regardé la scène avec impatience.
comme si notre douleur n'était qu'un retard dans son emploi du temps chargé. Nous reviendrons demain, a-t-il annoncé, pour nous assurer que vous avez quitté la propriété et pour organiser un enterrement convenable pour votre mari. La compagnie de développement n'est pas sans cœur, Madame Morgan. Ils sont partis comme ils étaient venus, dans un nuage de poussière, me laissant agenouillé près du corps de mon mari, notre fille sanglotant contre ma poitrine, notre vie détruite en un instant. Thomas est revenu du ruisseau 1 heure plus tard, sa ligne à pêche sur l'épaule. 3 truites attachées à une ficelle, si fier de sa prise, si inconscient de la tragédie qui venait de frapper notre famille. Son cri quand il a vu son père m'a brisé une seconde fois, cette nuit-là. J'aille enterrer James sous notre pommier préféré, seul, creusant la terre avec une détermination née du désespoir. Les enfants endormis après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement. La lune comme seul témoin de mon chagrin et de mon serment. Car Juillet fait un serment sur le corps de mon mari, sur l'avenir volé de mes enfants, sur notre terre qui n'était plus la nôtre. J'aille jurer que Tucker et ses hommes paieraient, que je ne connaîtrais pas de repos tant qu'ils respireraient à l'aube. J'aille réveiller Thomas et Sarah. Leur est dit de prendre seulement ce qu'ils pouvaient porter. Nous sommes partis avant que les hommes de Tucker ne reviennent, marchant vers la ville, vers ma sœur qui y tenait une petite boutique de mercerie. J'ignorais alors que ce n'était que le début de notre calvaire, que Tucker n'avait pas fini de nous tourmenter, que sa cruauté et son avidité n'avaient pas de limite. Les premiers jours après la mort de James sont restés flous dans ma mémoire, comme si mon esprit refusait d'enregistrer pleinement l'horreur de notre situation. Je fonctionnais par nécessité pour les enfants, leur préparant des repas que je ne pouvais pas manger, leur parlant avec une voix que je ne reconnaissais pas. Ma sœur Margaret nous a accueillis dans son petit appartement au-dessus de sa boutique. Une seule pièce pour nous 4. Elle et son mari, Thomas. Sarah et moi, des matelas posés à même le sol, l'intimité sacrifiée à la survie. Je me réveillais chaque nuit en suffoquant, revivant le moment où la balle avait frappé James, voyant encore et encore la lumière quitter ses yeux, sentant son sang sur mes mains. Les cauchemars étaient préférables à la réalité qui m'attendait chaque matin. Une réalité où mes enfants demandaient quand nous pourrions rentrer à la maison, où les regards de pitié nous suivaient dans les rues d'Abilene, où la rumeur courait que James Morgan était mort en résistant à la loi. Un matin, j'ai trouvé le courage d'aller voir le shérif Patterson, un homme que je connaissais depuis notre arrivée à Abilene, qui avait partagé des repas à notre table, qui avait apprécié l'honnêteté et la sagesse de James. Et il m'a reçu dans son bureau, mal à l'aise, évitant mon regard, jouant avec le badge sur sa poitrine comme si son poids était soudain devenu insupportable. « Je veux porter plainte pour le meurtre de mon mari », ai-je déclaré sans préambule. Patterson a soupiré, a finalement levé les yeux vers moi. La résignation visible sur son visage vieillit prématurément. « Élisabeth, il n'y a pas de meurtre à déclarer. » 6 témoins, dont le juge lui-même, affirment que James a attaqué les hommes de loi avec une fourche, que Silas Hurst a tiré en légitime défense. 6 menteurs, ai-je répondu, et vous le savez aussi bien que moi. Ce que je sais n'a pas d'importance. A-t-il murmuré? Ce qui compte, ce sont les témoignages officiels, les documents signés, la version acceptée par la Cour. Et depuis quand la vérité importe moins que les papiers? Shérif. Il a baissé les yeux à nouveau, la honte visible dans le pli de ses épaules, depuis que Tucker contrôle le tribunal, la banque et la moitié des commerces d'Abilene. Depuis, Quill a des hommes comme Miller et Hurst pour faire respecter sa version de la loi. Javal s'imaginait que Patterson serait mon allié. Quill se tiendrait du côté de la justice. Sa lâcheté m'a frappé comme une seconde trahison. Et vous acceptez cela, ai-je demandé. Vous portez cette étoile, mais vous ne défendez pas les innocents? Il a posé ses mains à plat sur son bureau. Des mains usées par des années de service. J'ai une femme, Elisabeth, 4 enfants. Je ne peux pas me permettre d'être un héros mort.
Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus, comprenant pour la première fois l'étendue du pouvoir de Tucker. Comment il avait infiltré chaque aspect de la vie à Abilene, comment il avait brisé ou acheté chaque homme capable de s'opposer à lui. Les jours suivants, j'aille chercher d'autres alliés, d'autres fermiers qui avaient perdu leurs terres, d'autres veuves créées par la cupidité de Tucker et la violence de ces hommes. J'aille trouver Sarah Jenkins, dont le mari avait disparu mystérieusement après avoir contesté un changement de limite de propriété. Le veuve Collins, dont la ferme avait brûlé une nuit, tuant son époux et 2 de ses fils, un incendie qualifié d'accident malgré l'odeur de pétrole encore présente le lendemain. Nous avons parlé à voix basse, dans l'arrière-boutique de ma sœur, partageant nos histoires, assemblant les pièces d'un puzzle macabre. Ce n'est pas seulement la terre qu'il veut, a murmuré Madame Collins, son visage marqué par le chagrin et les brûlures. C'est le chemin de fer qui arrive. Tucker sait quelles terres seront les plus précieuses quand la ligne traversera Abilene. Elle avait raison, bien sûr. La rumeur du chemin de fer circulait depuis des mois, une ligne reliant Kansas City à Santa Fe, passant par Abilene, transformant notre petite ville en un centre de commerce majeur. Les terres autour de la future gare vaudraient leur poids en or. Et nos fermes se trouvaient précisément sur ce trajet. Nous devons écrire au gouverneur, ai-je suggéré, demander une enquête officielle, rassembler tous les témoignages. Sarah Jenkins a secoué la tête, son regard hanté par la peur. Ma sœur à Topeka a essayé. Le gouverneur a renvoyé l'affaire au juge du comté, qui est un ami de Tucker. L'enquête a conclu qu'il n'y avait aucune irrégularité. La justice nous avait abandonnés. La loi était devenue un outil entre les mains des puissants, un moyen d'oppression plutôt que de protection. Ma colère grandissait chaque jour, se nourrissant de mon impuissance, de mes cauchemars. Des questions sans réponse de mes enfants. Un matin, Thomas m'a demandé pourquoi les méchants gagnaient toujours, pourquoi personne n'avait puni les hommes qui avaient tué son père. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans son sommeil, appelant James, lui promettant d'être fort, de prendre soin de sa mère et de sa sœur. Mon fils de 10 ans, portant un fardeau d'adulte sur ses frêles épaules. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. La dernière barrière retenant ma rage, si la justice ne venait pas des tribunaux, elle viendrait de moi, le lendemain. Tucker et ses hommes ont fait circuler une nouvelle rumeur, que la veuve Morgan perdait l'esprit, qu'elle racontait des histoires folles de complots et de meurtres, qu'elle représentait un danger pour ses propres enfants. Je les ai vus chuchoter sur mon passage, les regards de pitié se transformant en méfiance, les portes se fermant à mon approche. Même ma sœur commençait à douter, me suggérant de peut-être accepter la pension que Tucker offrait généreusement aux veuves des terres qu'il avait acquises. Une pension. Comme si quelques dollars pouvaient remplacer notre vie, notre terre, le père de mes enfants. Et puis est venu le jour où ils ont tenté de prendre mes enfants. Le docteur Simmons, récemment arrivé à Abilene, un homme aux manières douces et aux yeux froids, est venu à la boutique avec 2 députés, une ordonnance du tribunal à la main. Pour le bien-être des enfants mineurs, Thomas et Sarah Morgan, a-t-il lu, étant donné l'état mental instable de leur mère. Elizabeth Morgan, la Cour ordonne qu'ils soient temporairement placés sous la garde de l'asile territorial pour enfants jusqu'à ce que leur mère reçoive les soins appropriés à l'asile St. Mary pour femmes perturbées. Il voulait m'enfermer, me faire disparaître comme il avait fait disparaître James, me déclarer folle pour que mes accusations ne soient plus que les divagations d'une femme dérangée. Je me suis battu, égriffé, mordu, hurlé. Mais comment une femme seule pouvait-elle résister à 2 hommes déterminés? Ils m'ont maîtrisé, ont arraché Thomas et Sarah de mes bras, leurs cris se mêlant aux miens dans une symphonie d'horreur qui hante encore mes nuits. Ils m'ont enfermé cette nuit-là, dans une cellule froide au sous-sol du cabinet du docteur Simmons, en attendant que la diligence vers Topeka et l'asile arrive le lendemain, seul dans le noir,
écoutant les rats courir le long des murs. Jai, fais le bilan de ma vie, de ce que j'avais perdu, de ce qui me restait. James était mort, notre terre volée, nos enfants arrachés à mes bras, ma réputation détruite, ma liberté sur le point d'être prise. Il ne me restait rien, rien sauf ma rage et ma soif de justice. Cette nuit-là, Jai prit une décision. Si je devais tout perdre, Tucker et ses hommes perdraient également. Si on me prenait mes enfants, je prendrais leur vie. Si on me déclarait folle, je leur montrerais à quoi ressemble réellement la folie. La garde, cette nuit-là, était assurée par le jeune Billy Tanner, un garçon de 17 ans à peine, qui avait travaillé pour nous pendant la récolte 2 ans plus tôt, qui avait mangé à notre table, ri avec James, admirait Thomas, Billy, et j'appelais doucement à travers les barreaux, « Tu sais que je ne suis pas folle, tu me connais, tu as connu James ?» Il a évité mon regard, mais je pouvais voir la honte sur son jeune visage. « Je ne peux rien faire, Madame Morgan. Ce sont les ordres. Tu sais ce qu'ils l'ont fait. Ce qu'ils font à toutes les familles qui possédaient des terres sur le tracé du chemin de fer. » Il a finalement levé les yeux, la peur et la culpabilité se battant dans son regard. « Tout le monde le sait, » a-t-il murmuré, « mais personne ne peut. »« Les arrêter? Aide-moi, Billy, pas pour moi. Pour James qui t'a traité comme un fils, pour mes enfants qui vont grandir dans un orphelinat alors que leur mère croupit dans un asile. » Il a hésité, longtemps, ses principes luttant contre sa peur. Finalement, il a sorti une clé de sa poche. « Je ne peux pas vous laisser sortir complètement, » a-t-il dit, « mais je peux oublier de verrouiller correctement la porte quand j'apporterai votre repas demain matin. Ce qu'il arrive ensuite ne me regarde pas. » Cette nuit-là, Jai planifiait ma fuite. Et plus importante encore, ma vengeance. À l'aube, Billy est venu avec un bol de gruau, a fait semblant de verrouiller la porte en partant. Jai a attendu que ses pas s'éloignent, puis Jai poussé, doucement. La porte s'est ouverte. Je me suis glissé dans le couloir désert. Montant les escaliers sur la pointe des pieds. Le cabinet était encore vide, trop tôt pour les patients. Jai fouillait rapidement le bureau du docteur, trouvant un scalpel que Jai glissait dans ma manche, de l'argent dans un tiroir que Jai prit sans remords, et plus précieux encore, des papiers détaillant les arrangements entre Simmons et Tucker. Des preuves, peut-être inutiles devant un tribunal corrompu, mais précieuses pour mon plan. Je suis sorti par la porte de service, me fondant dans les ombres des ruelles d'Abilene. Ma première tâche était de trouver un abri, un endroit où me cacher pendant que j'élaborais mon plan. Jai pensait à la vieille cabane de chasse à 3 miles de la ville, abandonnée depuis l'an haut, des années. James et moi y avions passé notre première nuit en arrivant à Abilene. Avant de construire notre maison, personne n'y allait plus. La rumeur la disait hantée après qu'un trappeur s'y soit suicidé, parfait pour une femme que l'on croyait folle. Le chemin vers la cabane était long et périlleux, traversant des champs et des bois qui, autrefois, m'offraient du réconfort. Désormais, chaque ombre me semblait menaçante, chaque bruit un poursuivant potentiel. La cabane était comme dans mon souvenir, petite, délabrée, mais solide, les murs de rondins protégeant de la pluie et du vent, une cheminée de pierre, un lit rudimentaire, une table bancale, et surtout, l'isolement dont j'avais besoin. Pendant 3 jours, je suis resté caché, me nourrissant de baies et de racines, buvant l'eau claire du ruisseau voisin, récupérant mes forces et planifiant méticuleusement. Je connaissais mes cibles. Le juge William Tucker, l'arrogant architecte de notre malheur, Frank Miller, l'exécuteur sans conscience, les frères Dawson, Reed et Clayton, lâches et cruels, Silas Hurst, l'assassin au sourire froid qui avait tiré sur James, et le docteur Simmons, complice volontaire de cette mascarade de justice. 6 hommes, 6 vies en échange de celles de James, en échange de nos terres, de notre dignité, de nos enfants. Ma première tâche était de les observer, d'apprendre leurs habitudes,
leurs faiblesses, leurs vices. Pour cela, je devais retourner à Abilene, non pas comme Elizabeth Morgan, la veuve hystérique, mais comme quelqu'un d'autre, quelqu'un d'invisible. Je me suis coupé les cheveux, ces longs cheveux châtains que James aimait tant, les étaillés courts comme ceux d'un garçon. Jai déchirait ma robe, l'œil sali de boue et de cendres. Jai trouvait un vieux chapeau abandonné dans la cabane, l'ail enfoncé sur ma tête, dans le reflet tremblant du ruisseau. Jai vit une étrangère, une créature sauvage, une femme que personne ne reconnaîtrait. La nuit suivante, je me suis glissé dans Abilene, me faufilant dans les ruelles, évitant les lampes à huile qui éclairaient faiblement les rues principales. La ville dormait, mais pas les saloons, pas les maisons de jeu, pas les bordels, où les hommes de Tucker passaient leur soirée. Je me suis installé dans l'ombre d'une ruelle, face au Gilded Ace, le saloon préféré de Frank Miller et des frères Dawson, et j'ai attendu. Ils sont sortis au petit matin, ivres, titubants, riant de plaisanteries obscènes. Frank Miller, son bras autour d'une fille du saloon, Reed Dawson le suivant de près, Clayton marchant en zigzag, tous vulnérables, tous inconscients de la mort qui les observait. J'aurais pu frapper cette nuit-là. Le scalpel était dans ma poche, tranchant comme ma haine. Mais ce n'aurait pas été suffisant, pas assez méthodique, pas assez calculé. Je voulais qu'il sache pourquoi il mourait. Je voulais que Tucker sache que chaque mort était un message, une promesse. Les nuits suivantes, Jai continuait mon observation, apprenant que Tucker dînait chaque mercredi chez le maire, que Silas Hurst visitait le bordel de Madame Rose tous les vendredis, que le docteur Simmons buvait seul dans son bureau après avoir fermé sa clinique. J'avais besoin d'armes. Le scalpel ne suffirait pas pour tous. Dans la cabane, j'ai trouvé un vieux couteau de chasse rouillé, l'ail aiguisé pendant des heures, sur une pierre, jusqu'à ce qu'il puisse trancher un cheveu en deux. Une nuit, j'ai cambriolé la réserve du forgeron, volant un marteau, des tenailles, une scie à métaux, des outils de mort déguisés en instruments de création. Il me fallait aussi des poisons. Les plantes étaient mes alliés depuis toujours, sur notre ferme. J'avais cultivé des herbes médicinales, connaissant leurs propriétés curatives, mais aussi leurs dangers lorsqu'elles étaient mal utilisées, dans les bois entourant la cabane. Jai trouvait de la digitale, de la belladone, de la ciguë. Zhao préparait des décoctions, des poudres, des concentrés, testant leur efficacité sur les rats qui partageaient mon refuge. Mon corps se transformait avec ma détermination, les privations, la rage, la planification constante. Ma veine rendue plus mince, plus dure, plus dangereuse. Mes mains autrefois douces de mère et d'épouse étaient maintenant calleuses. Mes yeux autrefois rieurs ne reflétaient plus que la détermination froide. Je m'exerçais chaque jour, au lancer de couteau, à me déplacer sans bruit, à grimper sur le toit de la cabane et à en redescendre dans l'obscurité totale. Je devenais l'arme que je n'avais pas pu être pour défendre James. 1 mois après ma fuite, j'étais prête. Une nuit sans lune. Jai quittait ma cachette, vêtue de noir, le visage masqué par un foulard, des outils de mort dans mes poches et dans mon cœur. Une certitude glacée. Ma première cible serait Clayton Dawson, le plus faible des frères. Le maillon fragile du groupe, celui dont la disparition sèmerait le doute et la peur parmi les autres. Clayton avait une routine. Après une nuit de beuverie au Gilded Ace, il prenait un raccourci par la ruelle derrière l'atelier du cellier pour rejoindre sa chambre au-dessus de l'écurie municipale. Toujours seul, toujours vulnérable. Cette nuit-là, je l'attendais, caché derrière des tonneaux vides. Le cœur battant d'une anticipation féroce. Les ombres étaient mes complices, le silence mon allié. Je l'entendis avant de le voir, ses pas traînants, son sifflement approximatif, le bruit reconnaissable de ses éperons mal fixés qui cliquetaient à chaque pas. Il est passé devant ma cachette sans me voir, une ombre parmi les ombres.
Jay attendu qu'il me dépasse. Puis je me suis glissé derrière lui, silencieuse comme la mort qu'il ne sentait pas venir, ma main sur sa bouche. Rapide, ferme, étouffant, son cri de surprise. Le couteau de chasse contre sa gorge, la lame reflétant faiblement la lueur des étoiles. « Tu te souviens de moi ?»« Clayton Dawson » ai-je murmuré à son oreille. « La femme dont vous avez tué le mari, volé la terre, arraché les enfants. » Ses yeux se sont écarquillés dans l'obscurité, la reconnaissance, puis la terreur pure. « Dites à James Morgan que sa veuve folle vous envoie le saluer, le couteau à trancher, rapide, profond. Son sang chaud a jailli sur mes mains, son corps s'est affaissé contre le mien. Je l'ai laissé glisser doucement au sol. Sans bruit, sans alarme. Je me suis penché sur lui, ai sorti les tenailles de ma poche, et avec une précision chirurgicale. J'ai commencé mon travail, prenant un trophée qui serait mon message pour les autres. Pour Tucker, un signe que la justice avait finalement un visage. Le mien, la main droite de Clayton Dawson. Celle qui avait tenu le pistolet pendant que Silas Hurst assassinait mon mari. Celle qui avait signé de faux témoignages. Ne lui servirait plus jamais. Je l'ai enveloppé dans un morceau de tissu, l'ai glissé dans mon sac, et me suis fondu à nouveau dans la nuit. Invisible. Implacable. Déjà en route vers ma prochaine cible. Clayton Dawson a été retrouvé le lendemain matin, par un garçon d'écurie qui a hurlé à réveiller toute la ville. Le shérif Patterson est arrivé en courant, a vu le corps, le sang coagulé, la main manquante. Son visage a pâli sous son hâle, la nouvelle ceste répandue comme une traînée de poudre. Un meurtre à Abilene, pas une bagarre d'ivrogne ou un duel d'honneur, un assassinat méthodique, brutal, caché dans la foule des curieux. J'aille observer les réactions, la peur sur le visage de Reed Dawson, la fureur contenue de Frank Miller, l'inquiétude calculatrice de Silas Hurst, et plus révélateur encore, le regard nerveux que Tucker a jeté autour de lui, comme s'il sentait ma présence, comme s'il savait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, une boîte a été livrée au bureau du juge Tucker. Une simple boîte en bois, sans mots, sans signature. À l'intérieur, la main droite de Clayton Dawson, parfaitement préservée, les doigts disposés pour former ce qui pourrait être interprété comme un avertissement ou une promesse. Tucker a immédiatement convoqué ses hommes, doublé la garde autour de sa maison, offert une récompense pour toute information sur la veuve Morgan. Disparue depuis 1 mois et désormais principale suspecte, mais j'étais introuvable. Un fantôme, une rumeur, une vengeance en marche que rien ne pourrait arrêter. Reed Dawson fut le suivant. Fou de chagrin pour son frère, déterminé à me trouver. Il commit l'erreur fatale de se séparer du groupe, de chercher seul. Pensant peut-être que sa rage le protégerait mieux que ses compagnons, il a fouillé les bois pendant 3 jours, s'inclinant devant chaque cabane abandonnée, interrogeant les fermiers isolés, menaçant, brutalisant, créant involontairement des alliés pour moi à chaque nouvelle violence. Le 3e soir, épuisé, il a établi un camp près de la rivière, à moins d'1 mile de ma cachette. Le destin me le livrait comme un cadeau. Je l'ai observé toute la soirée, buvant du whisky directement à la bouteille, marmonnant des menaces, tirant parfois en l'air. Un homme brisé par la peur et la colère, un homme vulnérable. Il s'est finalement endormi, le feu de camp mourant projetant des ombres dansantes sur son visage défait. Je me suis approché, lentement, méthodiquement. Une brindille a craqué sous mon pied. Reed s'est réveillé en sursaut, main sur son revolver, mais l'étonnement a figé son geste quand il m'a reconnu, debout devant lui. Une apparition sortie de ses cauchemars. La veuve qu'il cherchait. Il a levé son arme. Jay était plus rapide. La poudre que j'avais versée dans son whisky pendant qu'il cherchait du bois pour son feu avait fait son effet. Ses mains tremblaient. Sa vision se troublait. Son revolver est tombé au sol. « Qu'est-ce que tu m'as fait, sorcière ?» a-t-il balbutié, sa langue épaisse peinant à former les mots. « Je vous ai apporté la justice, monsieur Dawson, la justice que les tribunaux m'ont refusée,
Il a tenté de se lever, ses jambes ont cédé sous lui, il est tombé à genoux, yeux écarquillés d'horreur. « Tu ne peux pas, tu n'es qu'une femme, une... folle ?» Jay sourit, un sourire sans joie, un sourire de prédateur. « Je suis ce que vous avez créé, ce que Tucker a façonné, ce que vous tous avez rendu inévitable. » Jay sortit mon couteau. Les laissait voir la lame acérée. Les mots n'étaient plus nécessaires. La compréhension se lisait dans ses yeux, la terreur aussi. Cette fois, je n'ai pas été rapide, cette fois, j'ai pris mon temps. Pour James, pour nos enfants, pour notre terre, pour chaque famille brisée par leur cupidité. À l'aube, je suis parti, laissant derrière moi un message plus élaboré que le premier, un message que le shérif Patterson décrirait plus tard comme l'œuvre d'un démon, que Silas Hurst contemplerait dans silence, les mâchoires serrées, que Frank Miller verrait en vomissant son whisky de la veille. Tucker a reçu sa part ce jour-là aussi, une autre boîte, plus grande, contenant un message plus explicite encore. Un message qui l'a fait barricader ses portes, engager 2 gardes supplémentaires et pour la première fois de sa vie, connaître la peur véritable. Frank Miller fut plus difficile après la mort des frères Dawson. Il ne sortait plus seul, dormait au bureau du shérif, mangeait uniquement ce que lui préparait la femme de Patterson. La paranoïa était devenue sa compagne constante. Pourtant, la peur elle-même peut devenir une arme. Je l'ai observé sombrer lentement dans l'anxiété, sursautant au moindre bruit, voyant des ennemis dans chaque ombre, faisant feu sur un chat qui avait eu le malheur de renverser une bouteille dans une ruelle. Une semaine après la mort de Reed, j'ai laissé des signes de ma présence, une empreinte de main ensanglantée sur sa fenêtre, une poupée grossière à son effigie pendue à sa porte, des murmures dans la nuit que seul lui pouvait entendre. Il devenait fou, exactement comme ils avaient prétendu que je l'étais. Ça fin vint de sa propre main, indirectement de la mienne, après 10 jours de ce traitement. Il chargea son revolver d'une seule balle, écrivit une confession complète des crimes de Tucker, de leur système de falsification de titres de propriété, des meurtres commis au nom du progrès et du profit, et se tira une balle dans la bouche. Sa confession ne fut jamais rendue publique. Tucker y veilla personnellement, mais des rumeurs commencèrent à circuler, des murmures sur la véritable nature des acquisitions de terre, sur le rôle de la compagnie de développement dans les morts mystérieuses. Tucker perdait le contrôle de son récit, de sa ville, de ses hommes. Le docteur Simmons tenta de fuir, emballant ses affaires au milieu de la nuit, scellant son cheval pour quitter Abilene avant l'aube, une décision sage, mais trop tardive. Je l'attendais sur la route de Topeka, à 5 miles de la ville, là où les voyageurs s'arrêtaient souvent pour faire boire leurs montures à un petit ruisseau. Il m'a vu trop tard, debout au milieu du chemin, immobile comme une statue. Il a tiré sur les rênes, son cheval s'est cabré. La surprise et la peur se sont peintes sur son visage distingué. « Madame Morgan », a-t-il dit, sa voix trahissant sa terreur malgré son apparente courtoisie, « je ne vous veux aucun mal. Je ne faisais que suivre les ordres. »« Les ordres » ai-je répété, comme les soldats qui massacrent des villages, comme les bourreaux qui pendent des innocents. Toujours des ordres, jamais de responsabilité. Il a levé les mains. Un geste de supplication, d'oublier. Il avait contribué à me faire passer pour folle, à m'arracher mes enfants, à détruire le peu qu'il me restait après la mort de James. « Je peux vous aider », a-t-il proposé, désespéré. « Je peux témoigner contre Tucker, dire la vérité sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il m'a forcé à faire. Trop tard. »« Docteur, la justice n'est plus entre les mains des tribunaux. Elle est dans les miennes maintenant. Le scalpel que j'avais volé dans son propre cabinet a trouvé sa gorge. » Une ironie que je lui ai fait remarquer pendant qu'il se vidait de son sang sur la poussière du chemin. Il ne restait plus que 2 hommes, Silas Hurst, l'assassin direct de James, et William Tucker, l'homme qui avait orchestré toute cette tragédie. Les 2 plus dangereux, les 2 plus méritants de ma vengeance. Hurst avait disparu d'Abilene, nul ne savait où. Certains disaient qu'il était retourné au Texas, d'autres qu'il se cachait dans les collines,
Quill attendait que la tempête passe. Je l'ai trouvé dans un campement de mineurs à 30 miles au sud, vivant sous un faux nom, jouant aux cartes avec des hommes qui ignoraient qu'il partageait leur whisky avec un monstre. Il m'a reconnu immédiatement, malgré mes cheveux courts, mes vêtements d'homme, mon visage émacié par des mois de privation et de rage. Nos regards se sont croisés à travers la tente enfumée qui servait de saloon à ce campement improvisé. Il a dégainé le premier, rapide comme l'éclair, précis comme seuls les tueurs professionnels savent l'être. La balle m'a effleuré la joue, une brûlure vive qui a ajouté une nouvelle cicatrice à mon corps, déjà marqué par cette vendetta. Le chaos a éclaté. Des hommes plongeant sous les tables, d'autres dégainant par réflexe, des bouteilles brisées, des chaises renversées. Hearst a couru vers la sortie. Je l'ai suivi. Implacable. Nous nous sommes retrouvés dehors, sous la pluie battante qui transformait la terre en boue. Tu es morte. Morgan, a-t-il crié, tu aurais dû rester dans ton asile. Jay sourit. Un sourire qui l'a déstabilisé plus que mes mots n'auraient pu le faire. Il a tiré à nouveau. La boue a rendu son appui incertain. La balle s'est perdue dans la nuit. Il a juré, a tenté de recharger, trop tard. Mon couteau a volé. Des heures d'entraînement dans la solitude de ma cabane. Des centaines de lancers contre des arbres et des cibles improvisées. Tout pour ce moment. La lame cesse enfoncée dans son épaule. Pas un coup mortel, pas encore. Je voulais qu'il sache, qu'il comprenne, comme James avait compris en voyant le visage de son meurtrier. Il est tombé à genoux, dans la boue, son revolver oublié, la douleur et la surprise remplaçant l'arrogance sur son visage. Je me suis approché, lentement, savourant sa peur, sa compréhension graduelle que les rôles étaient inversés, qu'il était maintenant la proie pour James Morgan. Et je dis en récupérant mon couteau, pour notre terre, pour nos enfants. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard par des chercheurs d'or qui ont fui le campement, convaincus que le diable lui-même rôdait dans les collines. Il ne restait plus que Tucker, le juge, l'architecte, celui dont l'ordre avait déclenché toute cette tragédie. Il se terrait dans sa grande maison, entouré de gardes, ne sortant plus, même pour présider son tribunal. La peur était devenue son unique compagne. Je suis revenu à Abilene, invisible parmi les ombres, guettant, attendant une faille dans sa forteresse, une opportunité qui ne manquerait pas de se présenter. La rumeur courait que Tucker préparait son départ. Quill allait vendre toutes ses propriétés, quitter le Kansas pour toujours, emporter avec lui les fruits de ses crimes. Les terres volées étaient devenues précieuses. Le chemin de fer était arrivé comme prévu, transformant des acres jadis modestes en fortune potentielle. Je ne pouvais pas le laisser partir, pas avant qu'il n'ait payé, pas avant qu'il n'ait reconnu ce qu'il avait fait à James, à moi, à tous ceux qu'il avait écrasés sur son chemin vers la richesse. La nuit avant son départ présumé, une tempête ceste abattue sur Abilene, le tonnerre et les éclairs masquant les sons, la pluie diluvienne forçant les gardes à chercher refuge sous le porche, créant des angles morts dans leur surveillance. Je me suis glissé par l'arrière, escaladant le mur malgré la pluie qui rendait chaque prise glissante. Mais moi, dans la nature, m'avait rendue forte, agile, déterminée au-delà de la raison. La fenêtre de son bureau était entr'ouverte, pour laisser entrer un peu d'air dans la chaleur étouffante de cette nuit d'orage, une invitation, une promesse. La justice m'attendait de l'autre côté. Je me suis faufilé à l'intérieur. Silencieuse comme la mort que j'apportais, la pièce était vide, mais la lumière sous la porte indiquait que Tucker était encore éveillé, travaillant tard, préparant sa fuite. Je me suis caché derrière les lourdes tentures et attendu, patiente comme je l'avais été ces longs mois. La vengeance serait plus douce pour cette attente. La porte s'est ouverte. Tucker est entré, portant une robe de chambre en soie, un verre de whisky à la main. Il paraissait plus vieux, plus fatigué.
La peur avait creusé des sillons sur son visage autrefois arrogant. Il s'est assis à son bureau, a ouvert un tiroir, en a sorti une liasse de documents qu'il a commencé à examiner à la lueur de la lampe. Je suis sorti de ma cachette. Sans bruit, il a senti ma présence avant de me voir, une intuition née de semaines de terreur. Il s'est figé, a lentement levé les yeux. Nos regards se sont croisés. La reconnaissance a illuminé ses yeux, puis la compréhension, puis la peur. La plus pure que j'ai jamais vue chez un homme, Elizabeth Morgan, a-t-il murmuré. Sa voix à peine audible par-dessus le grondement du tonnerre au dehors. « Juge, Tucker, ai-je répondu. Mon calme contrastant avec sa terreur. Le moment de rendre des comptes est arrivé. Il a cherché à tâtons le tiroir de son bureau, là où il gardait sans doute une arme. Je me suis avancé et posé mon couteau sur sa main, juste assez fort pour percer la peau, pour lui faire comprendre l'inutilité de résister. Nous savons tous les deux pourquoi je suis ici, ai-je dit, pour James, pour notre terre, pour tous ceux que vous avez détruits au nom du profit. Il a tenté de retrouver sa contenance, son autorité de juge, l'assurance de l'homme qui avait façonné toute une ville selon sa volonté. « Vous êtes folle, a-t-il déclaré, une meurtrière, une fugitive. La loi vous rattrapera tôt ou tard. » Jaillit, un son qui l'a fait tressaillir. La loi, quelle ironie. Dans votre bouche, vous qui l'avez tordu, corrompu, transformé en arme contre les innocents, il a changé de tactique, a tenté la flatterie, le compromis, comme tous les lâches face à leur faim. Vous êtes intelligente, Elisabeth. Nous pouvons trouver un arrangement. Je peux vous rendre votre terre, vous donner de l'argent, vous aider à récupérer vos enfants. Trop tard, ai-je répondu. Comme je l'avais dit à Simmons, comme je le pensais. Depuis la mort de James, certaines actions ne peuvent être défaites. Certains crimes ne peuvent être pardonnés. Je veux que vous écriviez, ai-je ordonné, en poussant vers lui plume et papier, une confession complète. Chaque crime, chaque manipulation, chaque meurtre ordonné, il a protesté, d'abord avec véhémence, puis avec moins de conviction quand j'ai appuyé la pointe de mon couteau sur sa gorge, a finalement obéi, la plume tremblant dans sa main alors qu'il couchait sur le papier l'histoire de sa corruption, de son empire bâti sur la souffrance et le sang. Quand il a eu terminé, j'ai lu attentivement, chaque mot, chaque détail, l'histoire complète de comment William Tucker avait transformé Abilene en son fief personnel, comment il avait falsifié des documents, acheté des témoins, ordonné des meurtres déguisés en accident ou en légitime défense, et le nom de James, noir sur blanc, un homme assassiné parce qu'il représentait une menace pour les projets de Tucker, parce qu'il tentait d'unir les propriétaires terriens contre la corruption, parce qu'il se dressait pour la justice quand personne d'autre n'osait le faire. Signé, ai-je ordonné. Il a signé. William G. Tucker, juge du comté d'Abilene, son titre ajouté par habitude. Une dernière tentative de s'accrocher à l'autorité qui avait été la sienne. J'ai soigneusement plié le document, l'ai glissé dans ma poche. Une preuve que je comptais bien rendre publique, pas pour moi. Il était trop tard pour que la justice officielle me rende ce que j'avais perdu, mais pour les autres, pour ceux qui avaient encore une chance de récupérer leur terre, leur vie, et maintenant. Ai-je dit, le jugement? Ses yeux se sont écarquillés. Il a compris que la confession n'avait pas été écrite pour lui sauver la vie, mais pour compléter sa punition, pour qu'il admette ses crimes avant de payer pour eux. « Je vous en prie, a-t-il supplié, toute dignité abandonnée. Je ferai n'importe quoi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je veux James vivant. » Ai-je répondu. « Je veux mes enfants dans mes bras. Je veux les 3 dernières années de ma vie. Pouvez-vous me les rendre, juge Tucker? » Son silence était la seule réponse possible. Certaines choses, une fois prises, ne peuvent jamais être rendues. Je n'ai pas utilisé le couteau. C'était trop rapide. Trop miséricordieux pour un homme comme lui. J'avais apporté une fiole, une décoction spéciale, préparée avec soin dans ma cabane isolée, un mélange de plantes que je connaissais bien, qui assurerait une fin lente, douloureuse, à la mesure de ses crimes. « Buvez » ai-je ordonné.
le couteau toujours contre sa gorge. Il a obéi, les mains tremblantes, les yeux suppliants, a vidé la fiole jusqu'à la dernière goutte. Je suis resté avec lui, témoin de sa faim comme il avait été témoin de celle de James. De la mienne, il a compris, au fil des minutes, ce qu'il arrivait à tenter d'appeler ses gardes. Sa voix, trop faible pour porter jusqu'à eux, a tenté de se lever, ses jambes ne lui obéissant plus. La paralysie s'est installée progressivement, remontant de ses pieds, jusqu'à ses jambes, son torse, pendant qu'il restait conscient, pendant que la peur dans ses yeux se transformait en terreur, puis en résignation. À l'aube, il n'était plus, son corps figé dans une dernière expression d'horreur, de compréhension tardive que la justice existe sous de nombreuses formes, et que parfois, elle prend le visage d'une veuve que l'on croyait folle. Jay déposait sa confession sur son bureau, bien en évidence, pour que nul ne puisse l'ignorer, pour que la vérité éclate enfin au grand jour. Puis je suis parti, comme j'étais venu, par la fenêtre, dans la lumière grise du matin naissant, une ombre parmi les ombres, une légende en devenir, la veuve vengeresse d'Abilene. L'histoire officielle raconte que le juge William Tucker est mort d'une crise cardiaque dans son bureau, que sa confession a été écrite sous la contrainte et n'a donc aucune valeur légale, que les meurtres de ses associés restent non résolus, des tragédies isolées sans lien entre elles, mais la vérité se murmure dans les saloons, dans les cuisines, sur les porches où les hommes se rassemblent le soir, l'histoire d'Elizabeth Morgan. La veuve qui a fait justice elle-même quand les tribunaux lui ont tourné le dos. Certains disent qu'elle a disparu dans les territoires de l'Ouest. D'autres qu'elle s'est établie sous un nouveau nom dans une ville lointaine. D'autres encore qu'elle est morte dans les bois, son corps jamais retrouvé, devenu un esprit vengeur qui hante les hommes corrompus. Peu savent ce qui m'est réellement arrivé, comment j'ai voyagé jusqu'à Topeka, à y présenter des copies de la confession de Tucker à des journalistes, à des juges fédéraux, à des politiciens en quête de réforme. Comment cette confession, bien qu'inadmissible devant un tribunal, a déclenché une enquête sur les transactions foncières à Abilene et dans tout le Kansas. Comment des propriétaires ont pu récupérer leurs terres. Comment des fortunes mal acquises ont été redistribuées. Comment la corruption a été momentanément endiguée. Comment j'ai pu, grâce à l'aide d'un avocat compatissant à Topeka, récupérer mes enfants de l'orphelinat où ils languissaient, les serrer à nouveau dans mes bras après des mois de séparation, entendre leur voix, sécher leurs larmes, leur promettre que personne ne nous séparerait plus jamais. Nous avons changé de nom. Sommes devenus les Wilson, une veuve et ses 2 enfants cherchant un nouveau départ. Nous avons voyagé vers le nord, vers le Minnesota, loin des fantômes du Kansas, loin des terres tachées du sang de James. Jay acheté une petite ferme près de Dunlac, avec l'argent que j'avais pris à Tucker, à Simmons. Une certaine justice poétique dans cette transaction. Leur vie finançant notre renaissance. Les enfants ont grandi, loin des ombres du passé. Thomas est devenu avocat, défenseur des faibles contre les puissants. Sarah, institutrice, enseignant l'histoire vraie de l'Ouest. Pas les mythes, pas les mensonges, mais les luttes réelles des hommes et des femmes ordinaires contre la cupidité et la corruption. Personne ici ne connaît mon passé. Pour mes voisins, je suis simplement Margaret Wilson, veuve respectée, herboriste reconnue, femme tranquille, aux mains calleuses et au regard parfois hanté. Ils ne voient pas le sang qui tache encore mes mains dans mes cauchemars, n'entendent pas les voix des hommes que j'ai tués, ne comprennent pas pourquoi je sursaute au bruit d'un coup de feu lointain, pourquoi je vérifie toujours 2 fois que les portes sont verrouillées la nuit. Parfois, quand le vent souffle des plaines, je crois entendre la voix de James, me demandant si la vengeance a apaisé mon cœur, si le sang versé a compensé celui que j'ai perdu, si la justice que j'ai rendue valait le prix de mon âme. Je n'ai pas de réponse simple. La douleur reste, moins vive peut-être, comme une vieille blessure qui se réveille par temps humide.
La culpabilité aussi, non pas pour les vies que j'ai prises, mais pour avoir échoué à protéger James, pour avoir laissé la cupidité d'un homme détruire notre bonheur. Je sais que ce que j'ai fait était terrible, impardonnable aux yeux de Dieu peut-être. Mais dans ce pays sauvage, dans ces temps violents, la justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle doit être arrachée des mains de ceux qui la pervertissent. Parfois, elle a le visage d'une veuve aux yeux froids et aux mains tachées de sang. Si cela fait de moi un monstre, alors je l'accepte, car avant d'être ce monstre, j'étais une femme qui aimait son mari, qui chérissait ses enfants, qui croyait en la loi et en la justice. C'est Tucker qui m'a transformé, lui et les hommes, comme lui qui pense que leur richesse et leur pouvoir les placent au-dessus des lois qu'ils prétendent faire respecter, qui voient les vies ordinaires comme des obstacles sur le chemin de leur avidité. Je ne cherche pas le pardon, ni la compréhension. Seulement que l'on se souvienne, que l'on sache que même la plus douce des femmes peut devenir impitoyable quand on lui arrache tout ce qu'elle aime, que la justice trouve toujours son chemin, même quand tous les autres sont bloqués. Mon nom est Elizabeth Morgan. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai tué, j'ai survécu. Et si les hommes de pouvoir tremblent parfois dans la nuit, en entendant le vent murmurer à leurs fenêtres, en imaginant une silhouette dans l'ombre de leur chambre, alors ma vengeance continue, au-delà du sang versé, au-delà même de ma propre vie, car la vraie justice ne meurt jamais. Elle attend simplement son heure, patiente comme une veuve, implacable comme sa colère.